Donc, quand vous êtes prêts, je parle le temps qu'on commence. Lyft, Uber, Beyond Meat. On l'a vu dernièrement sur les marchés financiers, l'introduction de nouvelles compagnies à la bourse qui valent des milliards de dollars se multiplient. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais en octobre dernier, il y a eu un scandale. En effet, il y a un grand PDG d'une grande firme de la Silicon Valley qui en fait avait des immeubles qu'il détenait personnellement et qu'il louait à sa propre entreprise. Alors c'est donc dans cette optique-là qu'on voit des lacunes flagrantes de gouvernance qu'on a décidé, qu'on a fait en fait notre mandat aujourd'hui. Et donc, en tant que firme WeBuy, composée de Olivier, Catherine et moi-même, Charles-Antoine, on s'est intéressé à la compagnie EasyRent. Qu'est-ce que c'est EasyRent? En fait, EasyRent, c'est une compagnie qui sous-loue des espaces de coworking haut de gamme à par exemple, des travailleurs autonomes ou des startups. Elle a, entre autres, ses marchés en Amérique et en Europe, et elle planifie également de possiblement se diversifier sur le marché asiatique. Alors, on a segmenté notre analyse comme suit. On va d'abord parler de l'évaluation de l'entreprise. On va analyser certains ratios, les comparer avec des compétiteurs. Ensuite, on va présenter une politique de placement qui va s'appliquer aux liquidités disponibles de l'entreprise. Et finalement, on va voir un remaniement de gouvernance qui vraiment s'impose auprès de EasyRent. Donc, si on débute par exemple par une simple description d'entreprise, c'est quoi en fait EasyWork? Nous, on a fait un certain parallèle avec WeWork, qu'on parlait les fameux événements d'octobre dernier. En fait, on trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre ces deux entreprises et beaucoup de risques que les deux se partagent. Donc, on vous invite à garder ça en tête tout au long de notre analyse. Premièrement, l'entreprise, ça fait 8 ans qu'elle est en opération. Elle opère surtout en sous-location d'espace de travail. Comme mon collègue Charles-Antoine en parlait, une présence en Amérique et en Europe et possiblement peut-être en Asie, si tout se passe bien de ce niveau-là. C'est l'entreprise la plus en forte croissance de ses compétiteurs. On va y revenir un petit peu plus loin. Et vise un taux d'occupation de 85 pour rester rentable. Encore une fois, c'est à garder en tête tout au long de notre analyse. Et en 2019, c'était sa première année profitable. Encore une fois, un enjeu à garder en tête lorsqu'on va faire l'évaluation de l'action d'entreprise. Donc, rapidement, là, on va faire une petite analyse là, du modèle d'affaires. Donc, on va regarder, on en a un peu parlé, là, donc l'entreprise va sous-louer, dans le fond, ces immeubles qu'elle va, elle, louer à son tour à long terme. Dans le fond, elle va louer à long terme avant et elle va les sous-louer à des locataires, des entreprises, possiblement des startups qui vont vouloir avoir des espaces de bureaux qui sont modernes, qui sont possiblement là, avec à la fine pointe de la technologie, avec plusieurs services offerts qui sont différents. Donc, le modèle d'affaires, c'est certain qu'on va avoir une notoriété qui est importante là, pour EasyRent. Donc, on va vouloir avoir, être connu, avoir plusieurs bureaux dans plusieurs emplacements qui sont stratégiques, donc dans des villes, dans des buildings qui sont dans des établissements qui sont luxueux. Donc, ça va être très bon pour l'entreprise de ce côté-là. Sinon, si on continue plus avec le mandat 1 pour l'évaluation de l'entreprise. Oui, parfait. Donc, comme je viens de dire un peu plus précédemment, au niveau de l'entreprise, c'était la première année qu'elle était rentable, en fait, qu'elle dégageait des profits. Donc, si on continue en ce sens, j'ai évalué un petit peu les ratios qui étaient pertinents à l'évaluation avec les comparables. Je tiens à vous mentionner, il y a quelques petits ajustements qui ont dû être faits. Et en ce sens, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, au niveau de l'EBITDA, il y a beaucoup d'éléments non récurrents qui arrivaient entre les compagnies. Donc ça, on a vraiment fait un ajustement pour être sûr qu'elle se base sur vraiment la base la plus comparable et la plus juste possible pour avoir vraiment une évaluation qui est juste à ce niveau-là. Donc ensuite, on est venu dégager aussi tout ce qui revenait aux actionnaires d'actions privilégiées. Bien sûr, parce qu'on sait qu'ils ne vont pas compter pour le capital qui est plus ordinaire. Donc, on a fait un ajustement à ce niveau-là aussi. Et ce qu'on en a dégagé comme conclusion, si tu peux passer à la prochaine diapositive, merci. Ce qu'on en a dégagé comme conclusion, surtout, c'est que l'entreprise, oui, elle se positionne d'une manière favorable à ses pairs, sauf qu'on peut remarquer, entre autres, que, que tous les comparables ont un certain levier qui est assez important. Donc, à ce niveau-là, on peut dégager le fait qu'au niveau des ratios qui ont été pertinents, on a trouvé l'EV/EBITDA, entre autres, et à ce niveau-là, on est allé chercher quelques prix. Donc, on a fait nos ajustements, on est arrivé avec des ratios de comparables, on a calculé la moyenne et la médiane,
Bien sûr, on a dégagé l'option d'utiliser la moyenne car il y avait souvent des données un petit peu plus erronées, un peu plus distantes. Donc, on a décidé d'aller avec la médiane. Et avec ce sens-là, on est allé chercher des prix obtenus qui feraient du sens dans notre évaluation pour l'entreprise. Donc, les limites du modèle, maintenant, c'est super important de dire, quand on va évaluer l'entreprise avec les comparables, bien, non seulement on ne va pas tenir compte de la croissance, on ne va pas tenir compte des contrats que l'entreprise va avoir. Donc, c'est super important de garder ça en tête. Nous, ce qu'on a fait aussi, on est allé acheter une prime de 10 %. Donc, avec les ratios qu'on trouvait les plus pertinents, nous, on a vraiment sélectionné le PI et le EV/EBITDA. Pourquoi ça? Parce que les entreprises en forte croissance, souvent, ils vont dégager moins de bénéfices, par exemple. C'est pour ça qu'on a trouvé que le EV/EBITDA était particulièrement favorable. Donc, c'est pour ça qu'on l'a sélectionné. Et aussi, au niveau du PI, là, on a été chanceux parce que toutes les entreprises avaient des earnings, si je peux dire, désolé mon anglicisme. On était chanceux, mais souvent avec des entreprises plus privées qui débutent qui débutent en fait en affaires, ben ça peut être plus rare. Donc, ça peut être des PI, des earnings qui sont moins stables. Donc, on l'a utilisé cette fois-ci parce qu'on avait quand même une bonne base, sauf que lors de l'évaluation des comparables, c'est super important de savoir que nous, on n'avait pas d'historique. Donc, c'est notre limite à notre modèle ici. Mais on a mis quand même à des conclusions d'une brochette entre 20 $ et 29 et 30, ce qui faisait le plus de sens pour nous avec les ratios et aussi avec l'information dont on avait accès. Donc, avec ça, comme je le disais un peu plus tôt, j'ai ajouté une prime de 10 % parce que malheureusement, nos modèles ne tenaient pas compte ni de la croissance, ni des contrats aussi de 3 milliards de dollars qui étaient déjà signés et qui sont avantageux pour la compagnie. Et si la compagnie était sur les marchés boursiers, par exemple, bien, de telles nouvelles se seraient déjà reflétées sur le prix. Donc, c'est important de l'ajuster pour nous. Maintenant, là, pour ce qui est du mandat 2, on avait premièrement une entreprise qui a vendu plusieurs actifs, là, donc on avait des liquidités importantes. Donc, on avait des liquidités de 75 millions là, à placer, mais pour le mandat, là, on va commencer premièrement par parler de l'économie, bien sûr, pour une politique de placement. Donc, 2019, ben, ça a été caractérisé là, par un ralentissement là, de la croissance puis de l'économie mondiale, là, on peut dire. Donc, c'était une année qui était très volatile là, du point de vue économique et des marchés boursiers, évidemment. Donc, on avait plusieurs enjeux, que ce soit le Brexit ou la guerre commerciale ou les taux d'intérêt, peu importe. On avait des enjeux qui étaient très importants étant donné qui ont donné lieu à une volatilité importante. Maintenant, pour ce qui est du futur, donc plusieurs, si on peut prévoir 2020, bien, on a un Brexit là, qui est possiblement là, atténué, le risque du Brexit atténué étant donné l'élection majoritaire là, au Parlement britannique. Ensuite, pour ce qui est de la guerre commerciale, bien, on a une première entente là, entre les États-Unis et la Chine, ce qui vient un peu atténuer là, ce risque qui était assez important là, sur les marchés boursiers, par exemple. Ensuite, ce qui est pour des taux d'intérêt, c'est sûr qu'on a une réserve fédérale puis la Banque du Canada qui sont assez à l'aise, je dirais, avec les taux en ce moment, étant donné la conjoncture économique là, qui est assez volatile, comme que je viens d'expliquer un peu. Donc, c'est certain que ces taux-là, comme on le voit dans les dernières semaines, là, ils ont été gardés au niveau actuel, mais ils pourraient rapidement augmenter ou réduire, étant donné les situations, là, que ce soit la guerre commerciale qui se détériore ou le ralentissement économique, surtout, là, qui pourrait continuer en 2020. Là. Donc, comme j'ai un peu parlé, là, on a environ 75 millions à investir pour la politique de placement, étant donné les liquidités d'entreprise. Présentement, l'entreprise est à 100% fait affaire avec une firme externe dans un marché monétaire. Donc, le 100% des actions est dans le marché monétaire. C'est certain qu'avec ça, on n'a pas beaucoup de risques, mais on ne va pas chercher beaucoup de rendement. Donc, ici, on va venir, l'objectif de la politique de placement, c'est vraiment d'aller chercher un peu plus de rendement qu'on avait avec la firme externe. Donc, on va commencer avec l'objectif de placement dans une politique. On commence avec le rendement et le risque. Donc, on est allé avec un rendement modéré, étant donné qu'on veut aller chercher justement un peu plus de rendement comparativement à une situation qui est dans des marchés monétaires à 100%. Pour ce qui est du risque, c'est certain qu'on va y aller avec un risque là, qui est, j'ai dit, entre faible et modéré, là, puisque c'est certain qu'on va pour avoir un rendement plus élevé, il va falloir qu'on augmente notre risque un peu, là, mais il faut toujours garder en compte qu'étant donné l'horizon de placement et les besoins de liquidité d'entreprise, pour ces placements-là, on va garder on va y aller avec un peu moins de risque pour les placements. Maintenant, comme j'ai un peu parlé, l'horizon, on a un horizon à court-moyen terme, donc on a simplement 3 ans là, pour la politique de placement, ce qui est assez rare. Donc, il va falloir faire la politique là, en prenant ça en compte. Là. Donc, pour ce qui est des liquidités, ça va être très important d'avoir des actifs
des produits financiers qui sont très liquides. Donc, on va avoir un besoin élevé en liquidité. Puis aussi, il faut garder en compte qu'on avait un réinvestissement de 10 des bénéfices par action, du bénéfice d'entreprise à chaque année. Donc, on va voir qu'on va garder un peu moins de liquidité en encaisse pour la politique de placement en lien avec ça. Donc, en ce moment, dans la dernière année, on avait un 100 millions de bénéfices. Donc, on a environ un 10 millions qui va rentrer, et possiblement plus, étant donné la croissance de l'entreprise. Donc, on va avoir un 10 millions qui va rentrer à chaque année. Donc, ça explique un peu, ça vient en compte avec la liquidité. Donc, pour ce qui est des contraintes, c'est certain, comme j'ai dit, on va avoir besoin de liquidité. Donc, on va y aller avec des produits qui ont un certain volume. Là. Donc, on va privilégier ces placements-là. Puis, on va aussi privilégier, en fait, on va privilégier, là, on va sous-pondérer les investissements dans l'investissement immobilier, puisque déjà, on est déjà beaucoup exposé à ce risque-là, étant donné notre entreprise qui est dans le secteur de l'immobilier. Donc, on ne voudrait pas que le secteur de l'immobilier aille mal dans nos placements et dans notre entreprise. Maintenant, pour ce qui est d'une allocation d'actifs, donc on a un tableau assez classique, je dirais. Comme on peut voir, premièrement, l'encaisse, j'ai mis une pondération de 0%, étant donné le réinvestissement de 10 millions qu'on a calculé un peu à chaque année. Donc, on n'a pas besoin de garder d'encaisse au départ dans la politique de placement. Donc, cette pondération-là de 0%, va venir changer étant donné à chaque fois qu'on va avoir des 10 millions. Donc, c'est certain qu'on va venir la réduire à chaque année, là, à 0%. Maintenant, pour ce qui est pour la répartition dans les classes d'actifs, on voit premièrement un 60% en obligations et un 40% en actions. Le 60% en obligations, on va le diviser en actions canadiennes et américaines. On a une pondération de 35 et de 25. On va y aller, on va surpondérer un peu les obligations canadiennes étant donné leur stabilité, je dirais, là, puis leur liquidité importante. Là. Donc, comme on a parlé, la liquidité va être importante dans notre mandat pour notre politique. C'est certain qu'une obligation canadienne là, qui est en forte demande, avec, comme j'ai dit, une stabilité là, importante, on va venir les surpondérer à 35% comparativement à des actions américaines qui offrent un rendement là, un peu plus intéressant à 3%, mais que c'est pour ça qu'on vient un peu les sous-pondérer étant donné la liquidité importante des Canadiens. Maintenant, pour ce qui est des actions, on est allé avec deux mandats différents. Donc, on a le mandat des actions canadiennes. Donc, on y va avec une pondération là, de 15% pour une espérance là, de rendement de 6,8%. Pour les espérances de rendement, là, je ne l'ai pas mentionné, mais on a utilisé la source là, de JP Morgan, de Long Term Capital Assumptions, pour un investisseur canadien. Maintenant, pour ce qui est du deuxième mandat, les actions mondiales, on y va avec les actions mondiales, pays développés. On aurait pu y aller avec une allocation d'actifs, avec un mandat d'actions américaines aussi, une action internationale. Mais nous, on a privilégié d'avoir un mandat d'actions internationales des pays développés, étant donné qu'on veut une stabilité, étant donné notre profil de risque qui est modéré. Là. Puis, les pays développés vont avoir des pays là, comme majoritairement les États-Unis, donc pas obligé d'avoir un mandat des États-Unis en plus des actions mondiales. Donc, on va avoir une pondération même dans le pays développé, on va avoir 60% des actions américaines. Ensuite, on va avoir des pays comme la France, on va avoir des pays, ensuite on a un 3% pour le Canada, le Royaume-Uni, le Japon, des choses comme ça. Donc, on va vraiment être diversifié dans tout le monde avec ce mandat-là. Donc, avec 100% de notre portefeuille, on va avoir une espérance de rendement de 5%, ce qui est qui est plus élevé possiblement là, que l'espérance qu'on avait sur le marché monétaire avant là, avec notre firme externe. Maintenant, pour ce qui est des types de produits qu'on va utiliser, donc comme vous avez un peu compris, là, on va y aller avec une gestion qui est un peu plus passive. Là. Donc, étant donné les besoins d'entreprise, on va y aller avec une gestion qui est un peu plus passive avec des fonds négociés en bourse. Donc, qu'est-ce qui est bien avec les fonds négociés en bourse? Là, vous les connaissez, ça va être un amalgame là, de plein d'étapes. Il y a différents fonds négociés en bourse, là, mais ça va être un amalgame de stratégies que le FNB va viser. Là. Donc, on va avoir des avantages comme principalement la diversification. Donc, on va avoir plusieurs titres dans un ETF, dans un FNB là, en particulier. On va avoir un coût là, qui est souvent assez faible, là, étant donné qu'on va en gestion passive aussi, on va avoir des ETF qui sont des FNB qui sont très près des indices. Donc, on va avoir un frais là, de gestion en bas d'1% là, souvent. Là. Maintenant, on a une grande variété, donc on est capable d'aller chercher là, tout type de FNB pour couvrir tous les risques, tous les rendements, aller chercher toutes les diversifications qu'on veut. Et on a aussi une liquidité, là, plusieurs FNB qui reproduisent les indices vont être beaucoup liquides étant donné de leur grande demande. Puis, on va assurer aussi une transparence. J'aimerais pointer ici là, que, comparativement à plusieurs fonds communs de placement, mais ici, on va savoir à tous les jours là, vraiment c'est quoi qu'il y a dans le FNB. Puis, comme on utilise une gestion passive là, qui va être reliée à des indices, on sait déjà c'est quoi qu'il y a dans ces FNB-là.
Maintenant, pour ce qui est du troisième mandat, le remaniement de gouvernance, eh bien, on l'a divisé en des grandes étapes clés qui devraient, là, pour la plupart, toutes se faire avant que la compagnie passe à son appel public à l'épargne. D'abord, malheureusement, pour le PDG de la compagnie, Matthew Welfin, eh bien, on demanderait à ce qu'il démissionne de son poste de président-directeur général. Il resterait cependant membre du conseil d'administration, pas président comme il est actuellement. On pourrait aussi revoir à la baisse son nombre de votes par action qu'il détient, parce qu'on suppose avec les actions B qu'il détient actuellement, ce sont des actions multivotantes. Il y a sa femme aussi qui siège sur le conseil d'administration, qui est indépendante de l'entreprise, qui siège comme indépendante, non comme indépendante de l'entreprise parce qu'elle n'y est pas, mais bien évidemment, il y a un biais qui est flagrant parce qu'elle est sa femme. Donc, on voudrait que la femme de Matthew ne fasse plus partie de l'entreprise, du moins du conseil d'administration. Ensuite, il y a Lisa Parker et également Matthew Wayne qu'on voudrait voir rester sur le CA et qu'on pourrait proposer aux actionnaires. Lisa Parker parce qu'elle est quelqu'un qui va parfois s'opposer aux points de vue qui sont plus populaires sur le CA et qui pourrait ainsi permettre d'amener des points de vue différents. Et il y a également Monsieur Wayne qui, lui, a vraiment beaucoup d'expertise dans le domaine et qui va être un atout intéressant pour les années à venir. On connaît maintenant là, toute l'importance que prennent les normes ESG dans la gestion des entreprises. Alors, on s'attendrait à ce qu'il y ait une parité hommes-femmes sur le conseil d'administration. Et finalement, eh bien là, avec tous les manques flagrants qu'il y a eu dans la gouvernance, eh bien, il va falloir que tout EasyRent, que toute sa gouvernance soit vraiment réorientée vers des aspects durables, que EasyRent devienne un bon citoyen corporatif parce qu'on sait que c'est seulement les entreprises qui vont réussir à intégrer ces principes-là qui vont être viables dans l'avenir. Parfait. Donc, si je vous fais un sommaire un peu de notre présentation, premièrement, au niveau de l'évaluation de l'action de la compagnie, bien sûr, on irait chercher jusqu'à 35 de valeur ajoutée sur l'APE si on investissait dès l'APE versus la valeur intrinsèque que nous avons calculée. Cependant, en tenant compte de la gouvernance, comme Charles-Antoine vient d'en parler, nous, on trouve ça inacceptable en 2019 que de telles compagnies aient de telles pratiques. Donc, on conseille vraiment de remédier immédiatement dans le plus court terme à cette situation et d'avoir un plan d'action fixe qui soit respecté avant de nous avancer plus amplement vers un investissement dans cette entreprise-là. Depuis, si je vous parle un petit peu de notre politique de placement, la modération du risque, c'était vraiment le goût du jour au niveau de cette politique-là, ainsi que la liquidité. Et ce qu'on trouve super important à préciser aussi, c'est que la politique d'investissement, eh bien, il va falloir la revoir aux 5 ans. Quand l'entreprise va atteindre une stabilité financière un peu plus avancée, eh bien, c'est là qu'il va falloir revoir les politiques, aussi l'objectif de rendement, bien sûr, parce que si elle décide, par exemple, de s'ouvrir un fonds de pension ou d'avoir des objectifs de rendement plus supérieurs, eh bien, tout ça est à revoir, évidemment. Donc, merci beaucoup. Également, j'aimerais aussi ajouter, concernant la rémunération, on a vu tout à l'heure, en fait, qu'avant, c'était Matthew, qui va devenir, en fait, possiblement ancien PDG, qui était responsable de la rémunération des membres du CA. Alors, bien évidemment, en tant que compagnie publique, il va falloir ajouter beaucoup de transparence à savoir comment les politiques de rémunération vont être établies, quelle va être la rémunération des membres et sous quelle forme. Là, on peut penser par exemple à des régimes d'UAD ou à des régimes d'achat d'actions, d'achat d'options. Merci beaucoup. On est ouvert à une période de questions. Commencer, il n'y a pas de problème. C'est pas correct. Commencer, comme je disais, deux questions en une, là, tu l'as mentionné, Charles-Antoine, c'est comme ça, que Mathieu est classe B à 100%, donc il y a beaucoup de droits de vote. Comment vous allez convaincre de démissionner, qui doit démissionner, puis à toute cette restructuration-là proposée? Deuxième chose, s'il refuse, est-ce que votre recommandation d'acheter est conditionnelle à ce plan-là? Bon, mais c'est sûr qu'en fait, on pourrait lui faire comprendre que là, il a commis des actions peut-être qui paraissaient vraiment mal là, du point de vue là, de l'image de marque. Et lui, étant actionnaire, on pourrait peut-être lui faire comprendre que c'est mieux pour lui de résigner, de rester membre du CA qui est peut-être un peu moins exposé à l'attention des médias. Et pour ça, ce serait, pour son portefeuille à lui, ça pourrait être beaucoup plus intéressant. Il pourrait quand même garder là, un regard assez important en étant membre du CA.
Puis, votre autre question, c'est s'il refusait. S'il refusait ce plan-là, vous avez regardé à mettre en œuvre avant l'IPO. Ouais. Ben, étant donné, il y a peut-être une possibilité, étant donné que ce sont souvent des entreprises qui demandent beaucoup de capital, eh bien, on pourrait s'attendre à ce que l'entreprise ait un ratio levier financier assez élevé. Et là, peut-être que les bailleurs de fonds de l'entreprise pourraient, là, selon les contrats qui ont été signés, là, pourraient obliger Mathieu à démissionner ou du moins peut-être possiblement à faire un rachat de ses actions à lui avec du capital de la compagnie, peut-être une restructuration. S'il ne veut vraiment pas démissionner. En fait, c'est sûr que c'est conditionnel à notre investissement. Vraiment, nous, ça va à l'encontre de nos principes en tant qu'investisseurs, bien sûr, donc c'est conditionnel. Vous arrivez à une conclusion d'un bail à 27, le prix de 20. Qu'est-ce que, au-delà du prix, dans le modèle d'affaires, c'est qu'est-ce qui vous dit que c'est un bon achat, puis qu'est-ce qui est un peu plus risqué qui pourrait vous mitiger votre choix? Bien sûr. Donc, si on le fait vraiment comparable, c'est vraiment l'entreprise qui va générer le plus d'argent, si je peux dire, donc de bénéfices, de vente, de bénéfices de vente, de marge aussi. Donc, ils sont vraiment bien positionnés à ce plan-là. Donc, si on avait une entreprise à investir, bien sûr, ce serait celle-là. Toutefois, il y a vraiment beaucoup de risques. Ils sont très exposés au marché des 8, si je peux dire. Donc, si jamais il y a une hausse de taux ou quoi que ce soit, les loyers deviennent plus chers, bien, eux vont devoir refouler le prix, à leurs clients. Donc, ça pourrait vraiment amener une baisse de demande. Donc, il y a entre autres ce risque-là. Bien sûr, le risque dans la gouvernance, c'est un risque qu'on ne peut pas passer à côté. On ne peut vraiment pas passer à côté, comme je disais. Donc, c'est vraiment ça qu'on achète. Ma question va aller vers, peut-être que vous n'avez pas encore parlé sur ça, sur par exemple le Brexit. Comment il peut influencer le business de l'entreprise? Ça, c'est récent. Mais vous, comment vous voyez ça? Ben, c'est sûr qu'avec le Brexit, il y a eu beaucoup d'incertitudes, puis ça a amené de la volatilité au niveau de la monnaie, de la livre sterling, entre autres. Alors évidemment, là, si on suppose que la compagnie, comme on a vu dans le cas, a des activités en Europe, on pourrait supposer qu'elle loue des espaces là, de coworking au Royaume-Uni, entre autres. Et donc là, ça pourrait peut-être avoir des effets de taux de change sur ses revenus là-bas, entre autres. Puis sur la même idée, ça peut paraître banal un peu comme question, mais présentement, on entend parler beaucoup du coronavirus. On prévoit une expansion en Asie. Comment vous pensez que ça peut affecter le plan d'expansion de la société? En fait, totalement, ça va totalement les impacter. Bien sûr, on a l'incertitude des marchés. Il y a aussi le fait que la consommation en Asie va que descendre, bien sûr, puisqu'ils sont un petit peu en retrait en ce moment du reste du monde. Donc, c'est sûr que ça va soit, je peux dire, retarder leur plan, ou bien simplement les mettre en suspens jusqu'à l'APO, c'est sûr. C'est bon.